Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous m'entendez bien. Il est 9h03, donc on a ces 3 minutes de battement pour ceux qui n'étaient pas prêts à 9h pile pour démarrer, et nous démarrons ce webinaire que notre comité de transmission propose tous les 2 ou 3 mois à nos confrères. Je précise que nous avons, pour ceux qui ne le sauraient pas, au niveau du conseil régional, comme au niveau du conseil national de l'ordre, des comités spécifiques par type d'activité, sur du fiscal, sur du social, sur de la gestion de patrimoine, bref, et notamment un comité de transmission qui s'appelle au niveau national évaluation et transmission, et à Paris transmission. C'est un comité qui a pas mal d'années et qui est composé de confrères et de consoeurs qui ont une expérience, un intérêt sur cette matière et qui partagent leur savoir. Et nous avons d'ailleurs proposé dans les outils de l'ordre que vous pouvez consulter du bibliothèque, des lettres de mission pour accompagner des cédants, des repreneurs, pour d'autres travaux, et pas mal de supports qu'on a déjà publiés, dont un guide de l'évaluation il y a déjà quelques années, et qui est réédité cette année. Donc aujourd'hui, la thématique, c'est reprendre une entreprise avec un fonds d'investissement. L'intervenant principal, c'est Frédéric Turbat, donc un de nos confrères qui est membre du comité. Je me présente, ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Jean-Luc Semama et j'anime ce comité depuis quelques temps, pas mal d'années, et nous sommes plusieurs donc à nous y intéresser et à nous être fortement engagés. Le fond de l'histoire, c'est que nous considérons, nous, confrères dans ce comité, que le rôle de l'expert comptable auprès de son client, chef d'entreprise, peut être étendu et devrait être étendu plus largement qu'il ne l'est aujourd'hui pour des opérations d'acquisition ou de cession d'entreprise. Je m'explique. Acquisition pour des raisons de croissance externe, développement, ou même pour des primo-entrepreneurs, trouver une affaire à reprendre, ou cession qu'il faut anticiper pour pouvoir optimiser la cession en termes d'organisation, d'optimisation et d'accompagnement, même quelquefois psychologique. Souvent, les cessions peuvent se faire, bien sûr, les transmissions peuvent se faire de façon familiale, lorsqu'il y a des frères, des sœurs, des enfants, ou même des parents et enfants, peuvent se faire de façon externe, avec une cession pure et simple, à un tiers. Peuvent se faire des transmissions par rapprochement d'entreprise, fusion, peuvent se faire aussi avec l'aide d'un fonds d'investissement, dont le métier est justement de prendre participation et de jouer un certain rôle. Cet aspect-là est assez méconnu dans la profession, et pourtant, c'est une activité importante, au plan économique, que ces fonds, qui ne s'intéressent pas que aux très grandes entreprises. Souvent, on considère que ce n'est pas pour soi, c'est pour les grandes entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises, même au démarrage ou en développement, qui sont fait aider et qui ont pu réussir grâce au soutien du fonds. Pour ce faire, donc, Frédéric Turbat, mon confrère et ami qui connaît bien cette matière, qui a beaucoup travaillé sur la matière, va nous présenter ce matin ce qui caractérise les fonds, afin de démystifier ce que sont les fonds que l'on ne connaît pas, et deuxièmement, voir comment peut se faire la reprise avec un fonds. Voilà. Donc je laisse la parole à Frédéric Turbat. Juste je précise avant de laisser la parole que vous avez sur votre écran en bas à droite une espèce de bulle qui est dans le chat. Vous pouvez cliquer dessus et poser vos questions si vous en avez, et on essaiera d'apporter des réponses dans la journée, pendant cette séquence. Merci. Donc Frédéric, je ne vais pas dire Connect-G, c'est à vous, mais Frédéric, c'est à toi. Merci. Merci Jean-Luc. Bonjour à tous. Donc, on va prendre un petit moment pour réfléchir sur la reprise d'une entreprise avec un fonds. L'idée globale, c'est de voir quelles sont les particularités
de ce procédé, de ce mode opératoire, et puis aussi de se poser la question, et là ça devient, j'allais presque dire plus intéressant, on pourrait presque dire, de se poser la question de l'incidence sur nos cabinets, de l'incidence sur l'organisation de nos missions, voire dans un temps second, mais qui n'est pas à négliger aujourd'hui, on l'imagine tous, sur une question d'attractivité de nos cabinets pour des collaborateurs. Alors, que va-t-on faire? Je vais faire à plusieurs endroits quelques lapalissades. Reprendre une entreprise avec un fonds, c'est déjà reprendre une entreprise. Donc, on va regarder quels sont les grands fondamentaux et puis faire des petites digressions dès l'instant où la particularité commence à apparaître avec la présence de ce tiers, de ce fonds. Et puis également, on va regarder les particularités et notamment un lieu essentiel, et vous l'imaginez bien, dès l'instant où il y a un fonds d'investissement qui arrive, dès l'instant où il y a un tiers qui intervient dans l'opération, on n'est plus sur une relation de type bijective entre un repreneur et un cédant, ou des repreneurs et des cédants le cas échéant, mais on a quand même deux poules et deux pôles bien identifiés. On a un troisième larron qui rentre dedans et qui en plus a à la fois un caractère extrêmement intéressé et impliqué et en même temps un aspect de validation, un aspect plutôt pour réussir son investissement et pouvoir en sortir avec évidemment une plus-value juste après. Donc on va regarder ces deux sujets-là. Déjà, de quoi parle-t-on lorsque l'on reprend une entreprise? On parle de choses assez classiques. Hein. Vous allez le voir, et je pense que là, je ne vais pas réinventer l'eau chaude, donc je vais peut-être me permettre d'aller peut-être un petit peu plus vite, et puis on y reviendra si vous avez des questions particulières, évidemment. Les grandes caractéristiques communes à toute entreprise, déjà, on a toute la partie identification des cibles et diagnostics. Et puis derrière, une fois qu'on a identifié sa cible, on a la partie évaluation, négociation, audit d'acquisition. Cela dit, on voit déjà que si un tiers intervient, le fonds va accepter de financer tel type de cible, on va y revenir, telle cible particulière, ou au contraire, ne souhaite pas intervenir dans tel type d'organisation ou tel type de secteur. De manière un peu rapide et sûrement un petit peu excessive, un fonds d'investissement pour acheter un resto, une brasserie, aujourd'hui, c'est relativement limité. En tout cas, c'est extrêmement bordé. De la même manière, si on raisonne sur des secteurs comme le secteur du bâtiment, par exemple, particulièrement aujourd'hui avec la situation spécifique de cet univers. Donc, à la fois, on est dans quelque chose de relativement commun et en même temps, il va falloir que l'on adapte sa recherche, que l'on adapte la question de l'audit d'acquisition, la question de la négociation, avec le fait qu'il y a un tiers qui va intervenir. Alors ensuite, on a le déroulé classique d'une intervention classique de reprise d'entreprise. On va effectivement définir un business plan de reprise, on va aller rechercher les financements et là, évidemment, on a en tête le fait de ne pas intervenir tout seul, donc voir comment et quel va être le montage juridique particulier. On y reviendra tout à l'heure sur notamment une petite question de fiscalité, sur la manière dont organiser ce montage juridique et financier. Ça peut avoir une incidence fiscale à la sortie. Donc, regardez comment on va monter ce financement. Est-ce qu'on va faire intervenir de la dette? Est-ce que ça va être uniquement des capitaux propres? Où vont intervenir les fonds propres? Est-ce qu'ils vont intervenir dans la holding avec le fonds? Voilà, donc tous ces sujets-là se dotent d'un complément, évidemment, du seul fait d'avoir une présence d'un tiers pendant toute cette recherche de la cible, cette négociation, recherche de financement. Et puis derrière, on a évidemment les éléments classiques, hein, la lettre d'intention, la fameuse LOI, avec l'ensemble des conditions suspensives qui sont généralement, antérieure concomitante à la partie audit d'acquisition, et puis la levée de ces conditions dans le protocole, et enfin les actes définitifs. Petite précision, la garantie d'actifs et passifs, même si elle intervient en signature à la fin du processus, donc normalement juste au moment des actes réitératifs in fine, elle est bien évidemment négociée, idéalement dès la lettre d'intention. Pas toujours le cas et pas toujours simple selon les situations, notamment des cédants, mais c'est un des éléments qui est à la fois qui se signe à la fin, mais qui se négocie en tout démarrage du processus de réflexion. Et puis, il y a la post-session. Souvent, on en parle assez peu parce que post-session, lorsque l'on est dans une reprise d'entreprise traditionnelle, classique, j'apporte de la trésorerie en fonds propres et je vais aller rechercher de la dette bancaire. Finalement, la partie derrière, elle se gère avec le repreneur qui va gérer son entreprise au mieux de ce qu'il imagine, avec tous les sujets de management, bien évidemment, tous les sujets de conduite du changement. Hein. Il a probablement récupéré une équipe qu'il n'a pas recrutée, qui adorait et adulait l'ancien ou le dirigeant cédant. Donc toute cette partie-là, généralement, on intervient assez peu, nous, en tant qu'experts comptables, sauf si on est évidemment missionné pour la tenue des comptes et le conseil de notre client.
repreneur, mais là, ça va se doter d'une vie particulière parce que il y a le fonds à intervenir, qui va intervenir, il y a le fonds qui est présent, et puis, oserais-je dire, alors sans déflorer la suite, mais il y a le fonds qui prévoit déjà de partir. Donc, c'est une relation très particulière et un temps assez spécifique qui, finalement, dans certaines situations, peut être amené à compliquer la vie du repreneur dans la mesure où il n'est pas le seul à gérer sa boîte, finalement. Et là aussi, il y a une petite question d'aménagement juridique qui peut, notamment sur ce fameux management package, qui peut avoir une incidence sur la fiscalité de sortie de tout le monde. La reprise d'entreprise avec un fonds, c'est là où on dit, pour le coup, on va intervenir avec un tiers. Donc, de fait, on va créer dans la très grande majorité des cas, on va créer une holding qui va elle-même être détenue par le fonds et par le repreneur. Et donc, rien que là, il y a un travail, j'allais dire, en chambre particulier de l'investisseur avec le repreneur, parce qu'il va falloir qu'on négocie cette gestion-là. Il va falloir qu'on négocie cette gestion à la fois en matière de droit des sociétés, mais en matière aussi peut-être de gestion financière, en matière de relations de pouvoir, en matière de pacte d'actionnaires, donc largement le droit des sociétés, sur cette holding de reprise. Dans la majorité des cas, c'est la holding qui va emprunter. Alors, on va avoir différents types de dettes. Je ne vais pas vous dérouler ça là, parce que c'est pas forcément l'objectif du séminaire, mais en plus, nous, faire comptable, on connaît ça plutôt bien. On aura différents types de dettes dans la société holding qui elle-même va investir et acheter les titres. Et classiquement, les fonds remontent dans la holding et puis à un moment donné, ça va désintéresser les créanciers jusqu'à se poser la question évidemment du départ du fonds et avec éventuellement dans un temps second ou un temps troisième la reprise des titres du fonds par le repreneur ou alors tout le monde sort. Donc ça, c'est le schéma assez classique finalement qu'on adopte assez régulièrement pour une reprise habituelle, mais qu'on va évidemment doter de particularités dès l'instant où il s'agit d'un fonds qui va investir avec le repreneur. Ce sujet on n'est plus uniquement deux, mais on est trois, on le retrouve finalement à chacune des étapes de négociation et d'avancée lorsqu'il s'agit d'un processus de reprise, à la fois comme un élément facilitateur, mais aussi comme un élément qui peut être sujet à contrainte. Je ne vais pas dire à point de blocage, parce que si vraiment on ne s'entend pas, on arrête. Donc là, il y a la question du pragmatisme qui revient, mais qui peut compliquer effectivement la vie du repreneur et qui peut même d'ailleurs avoir une incidence sur qui est véritablement le repreneur. Pardon, pour avoir accompagné un certain nombre de reprises, pour avoir moi-même être intervenu dans la reprise de morceaux de clientèle de cabinets d'expertise comptable à différents moments de ma vie professionnelle, finalement, on se rend compte que soit on est entrepreneur et on veut tout gérer tout seul, soit on va se lier avec un fonds pour différentes raisons et différents avantages, on va en reparler dans peu de temps, mais pour le coup, il y a aussi cette contrainte-là, finalement, on est bien à deux, mais il faut aussi que l'on puisse gérer cette relation à deux et qu'on ait cette capacité d'adaptation dans cette relation à deux. Les principaux acteurs, je les ai déjà évoqués, évidemment, on a les deux, on a à la fois le repreneur et le fonds. Là, pour le coup, je ne parle pas forcément du cédant, mais on va dire tout à l'heure. Et finalement, cette relation entre ces acteurs, comme je l'évoquais à l'instant, peut créer une situation qui peut sembler déséquilibrée. C'est là où tout le jeu de cette appréciation, tout le jeu de ce process va être finalement d'arriver à trouver le bon équilibre dans cette relation entre le repreneur et le fonds. D'une part parce que ils ont besoin l'un de l'autre. Le repreneur a besoin de trésorerie, c'est une grande lapalissade. Le repreneur a besoin de trésorerie, c'est d'ailleurs pour ça qu'il va aller chercher le fonds en complément de son apport personnel, en complément de sa capacité à emprunter, qui d'ailleurs va peut-être décupler cette capacité à emprunter par la présence d'un tiers. Et le fonds, lui, sa raison d'exister, c'est évidemment de faire croître son actif ou ses actifs, et donc de créer, j'ai employé des mots avec 25 guillemets de chaque côté, mais de créer de la richesse, en tout cas de créer des actifs qu'il pourra réaliser tôt ou tard, avec évidemment une plus-value, une croissance même de ses actifs, et les reformer en trésorerie liquide pour les réinvestir, etc., et ainsi de suite, jusqu'à l'extinction du fonds. Donc on est bien sur une complémentarité de besoins, sachant que le fonds, lui, il a besoin mécaniquement, officiellement, de quelqu'un qui va gérer la boîte. C'est pas le fonds qui va aller gérer une entreprise. C'est pas le fonds qui va aller être spécifiquement en contact avec le management. C'est pas le fonds qui va aller prendre des choix stratégiques sur le déménagement de l'entreprise pour se rapprocher des clients parce qu'on est dans un schéma local, par exemple. Et je prends un exemple volontairement très très précis. Le fonds a besoin de quelqu'un qui va gérer au quotidien, tout en ayant
en tête les objectifs du fonds. Et là, on va commencer à voir un éventuel éloignement ou en tout cas décalage, gap qui peut d'ailleurs à certains moments se combler ou à d'autres moments s'élargir entre la gestion financière et entre la gestion de l'activité. Le repreneur, lui, il est généralement sur un changement de vie, dans la majorité des cas. Sauf si c'est un preneur qui veut faire des sauts de puce sur 3-4 ans et notamment pour bénéficier pour réinvestir régulièrement le fruit de ses plus-values. Mais dans la majorité des cas, notamment quand on va parler de PME et de TPE, on va être plutôt sur un repreneur qui, lui, va changer de vie, se reconvertir et être plutôt sur une notion long terme. Le fonds, lui, a une durée qui est définie très largement à court terme. En tout cas, qui est définie, qui est très souvent connue, ou en tout cas apprécié avec un certain nombre de critères de modification, mais on est de fait sur une durée qui a un temps, qui est terminé, et ça veut dire qu'il faut évidemment imaginer, on va en reparler, la sortie dès l'instant où on commence à rentrer. Donc on peut avoir des décalages dans les objectifs de fonctionnement. Si je veux la faire un peu courte et sûrement un peu réductrice dans ma formulation, le fonds, lui, a besoin d'une rentabilité assez rapide. Le repreneur, lui, peut estimer dans certains cas que c'est pas tellement la rentabilité immédiate qui va importer, dès l'instant où il arrive à rembourser ses propres emprunts et ses propres prises de fonds, mais plutôt la gestion, et là je parlais du fonds sans S, la gestion du fonds de son entreprise, la gestion du management, la gestion de la croissance de son entreprise, qui peut peut-être prendre du temps dès l'instant où justement on change entre un cédant qui a géré sa boîte pendant 40 ans et un repreneur qui arrive ex nihilo. Donc on peut avoir des objectifs effectivement qui sont assez éloignés. Et là, nous, on intervient en tant qu'expert comptable, on va en reparler à différents moments de la présence de l'expert comptable. Nous, on intervient effectivement comme un facilitateur sur ces sujets-là. Parce qu'à la fois, on a le discours du fonds, la gestion financière, les business plans, l'appréciation de la rentabilité, la valorisation interne, etc. Ça, on connaît, c'est un peu notre job quotidien. Et puis, on a aussi l'habitude, on a aussi la capacité à aider l'entrepreneur. Tout à l'heure, Jean-Louis, dans son introduction, parlait de l'aspect psychologique de l'accompagnement. On est bien là, effectivement, dans cette dynamique-là, à la fois aider aussi le repreneur à apprécier la situation, à l'aider dans la reprise et dans la prise en main de son entreprise, de son management, de ses équipes, de ses nouveaux clients, tout en liant les relations avec le fonds. Et là, nous, on a un rôle particulier à jouer sur cette relation qui peut sembler délicate, mais qui est, on l'a évoqué, évidemment complémentaire entre le besoin de quelqu'un qui va gérer et le besoin de trésorerie nécessaire. Quels sont les intérêts pour le repreneur de faire intervenir un fonds d'investissement? Alors, on l'imagine, il y a déjà la question financière. Assurément, le fonds est un gage d'apport de trésorerie, le fonds est un gage aussi de stabilité pour les tiers. Un banquier, un business angel qui, lui, est uniquement dans une notion financière, sera plus intéressé s'il y a un fonds d'investissement, évidemment, qui intervient. Le banquier, j'allais dire classique, traditionnel et de base, assurément, d'une part, va réduire son risque d'intervention et d'autre part, peut aussi, s'il a confiance dans le fonds, évidemment, mais peut aussi considérer que l'intervention du fonds d'investissement apporte pour le dossier en lui-même un gage de stabilité financière, que le dossier a bien été étudié, que le fonds n'a pas investi à tort et à travers sans prendre un minimum de points d'analyse, de garantie et de validation des éléments financiers et passés et futurs. Donc, pour le banquier, ça va faciliter l'ensemble du montage. Et puis, il y a mécaniquement, de ce fait, un effet de levier particulier parce que, pour le coup, on a à la fois l'apport du fonds, qui est un élément financier significatif généralement, et puis on a ensuite la partie bancaire qui peut potentiellement se décupler. Alors, décupler, attention aux mots, on n'est pas en train de faire x10, mais qui peut se décupler sur l'intérêt et qui peut donner un intérêt particulier sur le financement de l'acquisition de la cible. Et puis pour le repreneur, le fait que j'ai un effet de levier financier, ça me permet d'avoir une cible qui est potentiellement plus intéressante, potentiellement plus grosse et me laisse un choix particulier en matière, un choix plus large pour le coup, en matière d'acquisition et de taille de structure que je vais acquérir. Et puis j'aurais pu rajouter un quatrième point, l'intérêt pour le repreneur ou pour le cabinet, pour le coup, le cabinet d'expertise comptable qui va accompagner la reprise de l'entreprise, donc il va accompagner son repreneur, va aussi intervenir sur une cible plus importante, sur des problématiques
potentiellement plus intéressante parce que justement, comme je l'évoquais, il y a cette relation, cette bigestion particulière entre le repreneur et le fonds d'investissement, et ça peut donner aussi naissance à une mission un peu spécifique, un petit peu plus, j'allais dire, charpentée, et qui peut aussi donner un intérêt particulier pour nos collaborateurs. Donc là aussi, on rejoint au-delà de l'accompagnement et du service client que l'on va proposer à nos clients, on rejoint aussi une problématique, ou plutôt un embryon de début d'approche de solution à la question que l'on se pose tous en ce moment, spécialement en cette saison fiscale 2024, du recrutement et de la constitution de nos équipes. C'est intéressant de proposer à nos collaborateurs des missions de ce type, parce que l'audit d'acquisition va sûrement être un petit peu plus large, un petit peu plus creusé, avec des problématiques sûrement différentes si l'entreprise est plus significative en termes de taille. Donc, on a aussi, nous, j'allais dire, à récupérer notre intérêt en tant que professionnel et en tant qu'expert comptable, qui sont susceptibles d'accompagner des reprises d'entreprise. Quelles sont les particularités dans la reprise d'une entreprise avec un fonds d'investissement? Alors, déjà, si on regarde, on a déjà commencé à l'approcher, on l'imagine bien. Alors, la palisse au matin de la bataille de Pavie, donc juste avant qu'il ne se fasse trucider malencontreusement, aurait pu dire à deux, le repreneur n'est pas seul. Bon, il ne l'a pas dit ça, hein, une phrase encore beaucoup plus mécanique, mais donc ça, il y a un véritable intérêt effectivement sur ce sujet-là. L'entrepreneur n'est pas seul. Alors, ça peut être un intérêt pour certains, ça peut être une contrainte pour d'autres. Donc là, il faut bien que l'entrepreneur puisse apprécier sa capacité, pas forcément à gérer à plusieurs, parce qu'il va être investi de l'ensemble du suivi de la stratégie, de l'ensemble de la gestion de son entreprise qu'il acquiert pleinement, évidemment, avec plein pouvoir, mais cette contrainte de devoir rendre des comptes, cette contrainte de devoir probablement être dans un certain nombre d'objectifs qu'il ne se sera pas fixés, mais qui ont été fixés idéalement dans le cadre d'une négociation avec le repreneur, ou au pire de manière peut-être un petit peu autoritaire du cédant, ou au pire de manière un petit peu autoritaire par le cédant. Donc il y a à la fois cette notion, à deux on va peut-être aller plus loin ou plus vite ou de meilleure manière, mais aussi il y a cette contrainte qu'il faut que le repreneur apprécie. Et là nous on a un rôle en tant qu'expert comptable, parce qu'on connaît nos clients et on perçoit assez vite, même en 2-3 rendez-vous avec un repreneur, si le repreneur il a l'habitude d'être tout seul et de foncer tout seul, et presque dire de ne pas écouter, j'exagère un peu dans la formulation, il écoute forcément s'il nous a choisi en tant qu'expert comptable accompagnant, mais de sa capacité à gérer, de sa capacité à être avec un tiers qui va, le cas échéant, être lot de contraintes. Donc ça, on a aussi nous un rôle particulier d'accompagnement vis-à-vis de notre client. Un point important et qui parfois est compliqué à entendre, il faut imaginer que dès l'instant où je commence à négocier avec un fonds d'investissement, il faut que je prévoie sa sortie. Il y a une question très financière, très organisationnelle. Il faut que je prévoie le moment où mon fonds va sortir et va se dire, moi je veux me désengager, donc à un moment donné, il faut que vous me rachetiez les parts. Il va falloir que vous me donniez tel type de rentabilité sur X années. Donc ça, il va falloir anticiper ce sujet-là. Alors souvent, on n'aime pas trop parce qu'on est à fond dans l'acquisition, voire dans l'exaltation de l'acquisition. On va rechercher les modes de financement, on va rechercher la trésorerie nécessaire et comment organiser ça sans se retrouver avec des cautions solidaires personnelles de toute la famille sur le sujet. J'exagère un petit peu. Et donc, on n'imagine pas se poser la question de « il se passe quoi dans 4 ou dans 5 ans ?» Pourtant, c'est le moment où il faut le définir. Et d'ailleurs, c'est le moment où il faut le définir aussi sur une question très rédactionnelle, très juridique. Comment on va rédiger l'accompagnement, la rémunération de l'entrepreneur ainsi que celui du fonds, notamment cette question du management package où alors on va dire voilà, vous gérez la boîte, vous avez droit à tel type d'avantages éventuellement, peut-être même à ce que moi je me désengage et que je vous cède des parts selon la croissance qu'il pourrait y avoir avec un avantage, pourquoi pas. Et ça a une incidence aussi fiscale, on va en reparler dans quelques minutes. Le repreneur, en imaginant qu'il va devoir traiter dès maintenant la sortie, en tout cas avoir une position de sortie qui est tenable. Donc c'est surtout ça qu'il faut imaginer. On ne va pas organiser tout de suite le financement dans 5 ans, c'est pas la question. En revanche, il faut qu'on sache ce qu'il y aura à faire et qu'on ait prévu cette capacité à devoir
pourquoi pas réemprunter, à sortir complètement dans 4 ou dans 5 ans. Voilà, il y a cette notion-là qu'il va falloir apprécier. Et puis, dans cette phase de négociation, finalement, presque dire que la vie se complique pour le repreneur, parce qu'à la fois, il va devoir négocier avec le cédant ou les cédants, la valeur, toutes les conditions suspensives, la garantie d'actifs et de passifs, les sujets à risque qu'il va falloir corriger ou limiter avant la reprise de l'entreprise, la capacité de la société à être résiliente face à une crise sanitaire comme on l'a connue il y a quelques années, la mise aux normes juridiques, la mise aux normes RGPD si on est dans une situation avec beaucoup de communication digitale. Enfin, voilà, donc tous ces sujets-là. Et en même temps, il va falloir que je négocie, moi, repreneur, avec le fonds d'investissement. Et là aussi, ça va être une négociation, pourrais-je dire, pied à pied, même si on est encore dans la phase de lune de miel. Hein. On dit souvent qu'avec un fonds d'investissement, on a une phase de lune de miel qui dure jusqu'à 12 ou 18 mois après la reprise. Donc même pendant l'approche de la cible, le repreneur et le fonds vont parler souvent d'une même voix ou d'une voix relativement commune. Pour autant, il va falloir aussi déjà cadrer les sujets d'investissement, les sujets de droit des sociétés dans la holding qui va reprendre la cible, comment on va être ensemble. Et toujours en ayant en tête cette idée que l'investisseur, lui, il est là pour une durée relativement courte. Ça, c'est un vrai sujet important, parce qu'il va peut-être aussi m'inciter à être peut-être plus drastique aussi dans la cible. À la fois, on l'évoquait, la cible peut être plus large, la cible peut être plus significative en termes d'effectifs, en termes de fonds, en termes d'influence et de chiffre d'affaires, influence sur son marché et de chiffre d'affaires, mais aussi peut-être qu'il faut qu'elle soit plus rentable, qu'elle soit plus efficace en termes de création de valeur, ou en tout cas plus restructurable si je considère que j'ai besoin de la restructurer, de la remettre aux normes. Et ça, c'est un sujet que je vais avoir en tête, parce qu'il faut que j'imagine aussi que dans un temps relativement bref, je mets des guillemets sur la formulation, on n'est pas sur 18 mois, hein, mais dans un temps relativement bref, il va falloir que je désintéresse mon fonds d'investissement, ou alors qu'on sorte tous ensemble. Et là, je vais devoir passer par un pacte d'actionnaires. Et ce pacte d'actionnaires, c'est là où parfois ça se complique un peu, et l'ensemble à la fois des objectifs et du volume de travail est important. Là, ce pacte d'actionnaires va devoir être non seulement négocié, mais signé avant qu'on ait tout fini, c'est-à-dire avant que l'on s'engage dans cette acquisition. Alors généralement, le fonds et ou les avocats du fonds seront attentifs sur ce sujet-là, mais c'est aussi de mon intérêt en tant que repreneur de bien négocier les éléments qui me concernent avant que l'on ait terminé, et c'est le moment où on peut le faire. Et d'ailleurs, ça sera le moment, et là on parle d'un pacte d'actionnaires lambda, classique, avec n'importe quel associé, c'est le moment où on va savoir si on a une capacité à aborder les difficultés, si on a une capacité à passer sur un éventuel désaccord, pour arriver à trouver un arrangement possible. Et dans certains cas, de la même manière que lorsque je rédige un pacte d'actionnaires avec un de mes copains avec qui je veux m'associer sur une boîte de vente de chaussures, on va se poser la question avant de toutes les situations qui pourraient brider notre développement, notre investissement. Et surtout, ce qui est intéressant là, dans cette étape-là, c'est d'apprécier la capacité qu'on a à corriger, à faire des efforts, à être tourner dans le bon sens de la réalisation de l'objectif initial qui est d'investir dans la boîte. Et voilà. Et donc, il peut aussi y avoir à ce moment-là un désaccord qui fasse que le fonds n'est pas la personne idoine pour l'investisseur, ou l'investisseur n'est pas la personne idéale pour le fonds. Ça, ce sont des sujets extrêmement importants, parce qu'il faut les imaginer avant la réalisation réelle de l'objectif. La cible, on l'a évoqué, elle est probablement d'une taille plus large que ce que pourrait s'offrir, mais des guillemets sur la formulation également, ce que pourrait s'offrir un repreneur, mais il faut que ce soit aussi une société avec une rentabilité déjà installée. Un fonds aura du mal à investir dans une structure qu'il faut restructurer, et dont la restructuration est estimée à un minimum de 3 ans, par exemple. Même si on est persuadé, et on a tous les éléments pour constater et pour se dire l'investissement et la restructuration sera efficace, il va falloir quand même être dans une situation où la rentabilité est déjà acquise
est déjà certaine. Il n'y a plus qu'à la valider, pourrait-on dire. Il n'y a plus qu'à s'en assurer, à regarder si tous les éléments sont bien ouverts, tous les feux sont bien ouverts par rapport à ce qui avait été annoncé par le cédant dans son dossier. Mais il faut tout de suite qu'il y ait une rentabilité pour permettre un désintérêt ou une croissance rapide de la trésorerie générée par l'acquisition. Et là aussi, on est dans l'idée que le fonds risque de demander à partir assez tôt. Et il va falloir d'ailleurs, nous, que le repreneur finance ce départ ou génère suffisamment de trésorerie pour organiser un départ et un désintérêt du fonds de manière intéressante pour lui. Donc là, il y a vraiment on va cibler des structures qui sont à la fois plus grosses, mais aussi avec une rentabilité plus acquise et plus certaine. Encore une fois, le fait de dire je voudrais apprendre une activité dans une région qui était ma région natale et je vais restructurer la boîte et voilà, mon idée c'est d'être dans un projet où au bout de 5 ou 8 ans, je serai dans une activité génératrice de trésorerie. Ça peut fonctionner dans un plan de vie d'un repreneur qui se reconvertit et là, pourquoi pas, et c'est même souvent des situations extrêmement intéressantes et même à titre personnel extrêmement valorisantes. Pour autant, un fonds investira rarement dans ce type de structure-là. Mais ça élargit aussi le champ des possibles, parce que des structures, et on en a reparlé encore dans la presse il y a peu de temps, des structures à reprendre de manière qui sont relativement importantes. Il y en a un certain nombre aujourd'hui en France. Il n'y a pas que des toutes petites TPE qui sont à céder, évidemment. Autre particularité de la reprise ou de la cession avec un fonds d'investissement, tout ce temps post-cession va être particulier, mais en même temps le temps de pré-cession est un peu spécifique, et notamment un des sujets, c'est l'audit d'acquisition, parce que pour le coup les objectifs sont pas forcément les mêmes. J'ai évoqué, il faut que ce soit une cible qui est particulièrement une certaine rentabilité. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et l'audit d'acquisition va être accentué sur ces éléments-là. Et généralement, on est sur un audit beaucoup plus... alors j'ai mis le mot plus normé, c'est peut-être pas le mot idéal, mais en tout cas un audit d'acquisition beaucoup plus fin. Avec généralement aussi, il peut y avoir une intervention d'un éminent confrère et énormément concurrent qui pourra représenter le fonds sur certains sujets, d'un expert qui pourra représenter le fonds sur certains sujets, notamment sur ces questions d'acquisition. Mais là, on va aller dans quelque chose de forcément beaucoup plus significatif en termes d'intervention, et avec une notion particulière qui va être de s'assurer justement que la rentabilité est bien là et qu'on n'est pas en phase de restructuration. Là, on est vraiment sur de la négociation, notamment sur les conditions de reprise, parce que la garantie d'actifs et passifs avec un fonds va être généralement, en termes de, j'allais presque dire, en termes d'écriture et de volume de papier, ça va être un petit peu plus conséquent, notamment sur les clauses de la garantie actifs et passifs, sur les conditions suspensives, sur les points sur lesquels on va devoir intervenir, voire corriger avant la reprise. Et donc là, on est sur à la fois une négociation où on n'est pas tout seul, ça c'est un sujet, mais il faut forcément faire intervenir le fonds. Et là, c'est un vrai point à traiter. Cette période est forcément plus compliquée pour le repreneur parce que c'est un peu un billard à 3 bandes et il est un peu entre les deux. Et lui, il a souvent envie de faire. Parfois, et je pense que toute l'expérience de tous nos confrères est à peu près la même sur ce sujet-là, parfois on accompagne des clients qui veulent absolument reprendre l'entreprise qu'ils ont prévue parce que c'est la boîte de leurs rêves, et on a de temps en temps du mal à leur faire comprendre que financièrement c'est pas une bonne opération, ou même que c'est un choix risqué si on allait jusqu'au bout. Là, il faut à la fois jongler avec ça, avec le côté j'ai envie de reprendre, particulièrement si on a un repreneur qui est là depuis peut-être 1 an ou 18 mois et qui n'a pas encore trouvé la bonne cible. Au bout d'un moment, il dit en exagérant un peu, tout ce qui bouge, je rachète. Et puis il y a le fonds qui, lui, va être sur des critères extrêmement financiers, extrêmement prudentiels dans certaines situations. Voilà. Et nous, en tant qu'experts comptables, on va naviguer entre les deux. Et là, on a un rôle particulier à jouer, bien évidemment, à la fois d'approche, d'audit d'acquisition, d'exercice de notre métier, de nos compétences professionnelles quotidiennes, mais aussi de facilitateur relationnel entre tous. Un des points importants lorsque l'on raisonne sur une session avec un fonds d'investissement, c'est
c'est le choix de l'un et de l'autre. Et en fait, on est vraiment sur un choix, c'est-à-dire que je ne vais pas aller chercher la manière que j'évoquais à l'instant. J'en ai marre d'attendre la société qui se présente bien, donc la première qui bouge, je l'achète et voilà, même si c'est pas ce que je voulais. On n'est pas dans cette relation-là, notamment avec un fonds d'investissement. Il faut bien se choisir. Le repreneur choisit son fonds et le fonds choisit son repreneur. En discutant avec des fonds d'investissement, ils sont assez sensibles à ça. Je ne vais pas aller chercher le fonds juste parce qu'il a du cash. Alors, en tout cas, ça ne sera pas ma motivation première, en tout cas telle que je vais l'exprimer au fonds d'investissement, parce qu'il faut justement que mon fonds soit bien, j'allais dire, en capacité de m'accompagner. Et l'accompagnement n'est pas uniquement de donner du cash le lundi et de demander un reporting le jeudi. Ça, c'est une démarche qu'on imagine assez clairement dans des filiales de pays étrangers, par exemple, ou des filiales de grands groupes. Mais là, on est dans une démarche un peu différente, c'est-à-dire que le fonds doit idéalement apporter autre chose que de la trésorerie. Pourquoi pas accompagner son repreneur, pourquoi pas lui donner une capacité parce qu'il a d'autres structures, parce qu'il a d'autres organisations, parce qu'il a d'autres vies d'entreprise et organisations d'entreprise sous les yeux, pourquoi pas lui confier un certain nombre d'éléments de procédure, d'assistance, voire peut-être de mutualisation de moyens. Enfin, il y a différents sujets sur la présence du fonds qui, idéalement, alors là, on parle peut-être du monde idéal de Walt Disney, mais qui, idéalement, ne doit pas être uniquement un prêteur ou un aidant à emprunter. Voilà. Ça, ce serait assez réducteur de la part du fonds et ce serait pas non plus intéressant, je pense, pour le repreneur, dans la mesure où il y a autre chose à avoir et une expérience autre à récupérer de la part d'un fonds d'investissement qui, tous les jours, investit, tous les jours, voit des boîtes qui l'aident à reprendre. Et puis, il va falloir regarder si justement je suis adapté au fonds, ça revient à la même idée, qui est de dire je vais choisir mon fonds d'investissement. Est-ce que ce qui est proposé, est-ce que la relation particulière qui est proposée, tout à l'heure j'évoquais, le fonds investit le lundi et le jeudi il me faut un reporting. Est-ce qu'on a la relation entre le fonds et le repreneur, est-ce qu'elle est ajustée? Est-ce qu'on est uniquement dans une relation, j'allais dire, d'autorité financière, ou est-ce qu'il y a une vraie participation à la gouvernance uniquement centré sur le reporting, le chiffre, la croissance, le pourcentage. Donc ça, c'est un sujet. Hein. On est vraiment dans une relation humaine aussi, même si on imagine que le fonds va m'aider à reprendre. On n'est pas dans la même relation qu'avec un banquier. Le banquier va m'aider relativement rarement à gouverner ma boîte. Le banquier va m'aider relativement épisodiquement à mettre en place un système de croissance dans mon entreprise. Il y aura peut-être 2-3 remarques qui vont me faire tilt, qui vont m'aider dans mon schéma réflexionnel, mais ça s'arrêtera là. En revanche, le fonds, lui, aussi parce qu'il a un intérêt unique, non seulement de récupérer l'argent qu'il a mis, mais aussi de réaliser une plus-value et de réaliser une croissance de son investissement, lui a intérêt aussi à ce que cette relation se passe bien, à ce que cet équilibre fonctionne bien. Or, un équilibre, par définition, c'est un équilibre. Ça veut dire que il faut que les choses soient relativement ajustées entre les obligations et la liberté. Et là aussi, il faut que je regarde si ça me convient à moi. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. On a une capacité, nous, en tant qu'experts comptables accompagnant nos clients, on est à la fois, je dis souvent ça, on est à la fois dedans et dehors. C'est-à-dire qu'à la fois, on est dedans parce qu'on connaît bien la boîte, on connaît nos clients, et on est dehors parce qu'on peut avoir justement ce regard extérieur qui va permettre peut-être de corriger ou de se poser les bonnes questions lorsque je vais aller chercher mon fonds d'investissement. Et là, il ne faut pas hésiter à être proactif vers nos clients, voire même à leur proposer de leur faire un petit check-up sur ce que nous, on ressent, sur ce que nous, on a capacité à voir, la manière dont fonctionnent nos clients, pour aussi aller chercher le bon fonds qui convient. Et puis, évidemment, on va aller chercher le fonds aussi par rapport aux questions financières. Le fonds me dit, il me faut absolument 30% du capital et il faut que j'ai une rentabilité de 18% dès la fin de la première année. Et dès la fin de la première année, vu qu'on est en février, c'est dans 10 mois. Voilà, il y a aussi évidemment une approche particulière qui doit correspondre aussi à mes valeurs. Là, je raisonne, non pas expert comptable, mais je raisonne repreneur. Si je suis dans une démarche de reprendre une entreprise parce qu'il y a beaucoup de salariés, il y a un savoir-faire particulier, et qu'on est en train de me dire, de toute façon, il va falloir qu'on divise par 2 la masse salariale pour augmenter la rentabilité de 40%.
voilà, est-ce que ça correspond à mes valeurs? Est-ce que je vais rentrer dans cette démarche-là? Donc là aussi, la proposition financière, évidemment, est un élément d'appréciation du fonds qui va m'intéresser. De la même manière que, en tant qu'expert comptable, en tant que conseil, en tant qu'accompagnateur, on va dire à nos clients, non, cette boîte-là, elle n'est pas intéressante pour vous, ne foncez pas là-dedans, vous allez y laisser des plumes, ou en tout cas, ça ne correspond pas à vos objectifs de départ. On peut aussi avoir ce discours-là vis-à-vis du fonds d'investissement, vis-à-vis du choix du fonds d'investissement. On ne va pas aller forcément signer avec le premier qui nous dit bah, pourquoi pas. Voilà. Et ça, c'est un sujet toujours intéressant, mais spécialement lorsqu'on est entrepreneur, on a aussi un certain nombre de valeurs, un certain nombre d'éléments que l'on va mettre en exergue. Et souvent, d'ailleurs, les repreneurs travaillent sur ce sujet-là lorsqu'ils montent leur projet de reprise et lorsqu'ils se disent on va reprendre une boîte. Il y a cette question de valeur et il faut regarder si elle tient bien avec le fonds d'investissement et si on est bien ajusté dans cette relation-là. Et puis de la même manière, bah, le fonds va aussi choisir son repreneur, bien évidemment. Et ça, c'est une relation, j'évoquais tout à l'heure, j'utilisais le mot mathématique de bijection, on est bien là. Hein. Le repreneur va être choisi par le fonds d'investissement. Alors évidemment, il faut que le repreneur ait un minima de trésorerie et un minima d'investissement personnel, ça c'est certain. Mais, et je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a cette recherche de la capacité, cette capacité à diriger l'entreprise, à la gérer, à la faire croître et également à lui permettre de se développer. Et donc ça aussi, ça va être une recherche particulière du fonds d'investissement. On ne va pas uniquement rechercher un dirigeant qui a de l'argent et qui va potentiellement me permettre avec le complément de trésorerie que je vais apporter, de créer de la valeur et de la richesse au fonds d'investissement. Mais il y a aussi cette question de capacité à diriger la boîte, à la gérer, parce qu'encore une fois, c'est pas le fonds qui va gérer l'entreprise. Donc, je vais devoir déléguer, transmettre, laisser de la liberté à mon gestionnaire. Donc, il faut aussi que j'ai cette confiance-là. Et cette confiance, elle va se baser, évidemment, sur la relation into personae, on l'imagine bien, c'est une évidence. Elle va se baser aussi sur le CV du repreneur, sur sa capacité et son investissement personnel à gérer la boîte. Et donc ça, c'est un sujet particulier. Est-ce qu'il a déjà dirigé un service, peut-être même une autre entreprise, peut-être même une filiale ou autre chose? Quel est son profil? Comment a-t-il prévu lui-même d'appréhender la gestion? Et là, on va sortir complètement du schéma financier, de la rentabilité, etc. On va vraiment être sur « il me faut la bonne personne au bon endroit ». Et ça, c'est un sujet, alors on le voit partout et on dit souvent, et je pense que, enfin, je suis intimement convaincu de ce sujet-là, hein, la réussite d'une reprise d'entreprise, ça passe par le management. La finance, le montage juridique, la fiscalité, l'ingéniosité financière pour organiser tel ou tel montage, ça, tout le monde sait faire. Et ça, c'est pas très compliqué finalement. On n'est pas en train de réinventer la roue. En revanche, un management passez-moi l'expression, qui foire au moment de la reprise, qui n'a pas compris qu'il y avait une étape de deuil de ses salariés qui peut-être ont connu leurs dirigeants pendant 10, 15, 20, 30 ans, qui n'ont pas compris que on était dans une conduite du changement entre l'équipe qui n'a pas choisi son repreneur et qui peut-être a des attentes pour certains, a des grandes craintes pour d'autres, les faire passer du projet d'avant au projet nouveau, ça c'est un véritable enjeu. Et le fonds va aller rechercher un intervenant ou une équipe de dirigeants qui a cette capacité-là. Et là, on sort complètement de la question financière, de la question de la capacité à générer des produits ou à communiquer sur Internet à faire des bons posts pour récupérer des clients. Hein. On est vraiment dans la notion du management de son équipe. Et ça, c'est véritablement un élément important. Et c'est un élément d'autant plus important que ça peut permettre justement d'aligner les planètes avec entre le fonds et le repreneur, de trouver ce lieu commun aux valeurs communes, notamment liées au management. J'ai parlé 3 quarts d'heure, je vais essayer de vous laisser du temps maintenant pour poser des questions. Et puis, évidemment, il y a la question de l'expert comptable. Où se trouve-t-il, notre brave expert comptable? Alors, je l'évoquais déjà, mais on est véritablement là, je vais nous envoyer des fleurs, mais on est véritablement la cheville ouvrière de ce type de process. Parce qu'à la fois, on a une capacité, évidemment,
même dans nos fonctions comptables, on fait référence aux chiffres. On a cette capacité, j'allais dire, à faire danser les chiffres et à les comprendre et à les interpréter. Ça, c'est un sujet évidemment sur lequel on est, j'allais presque dire, indéboulonnable dans nos missions. Mais on a aussi cette connaissance du droit, cette connaissance à la fois du droit des sociétés, du droit bancaire, cette capacité à apprécier un litige futur au tribunal de commerce. Et ça, c'est une véritable capacité que l'on a en tant qu'expert comptable. Et ce qui fait qu'on peut être l'interlocuteur de tout le monde. Je ne vais pas du tout, mon propos n'est pas du tout critique vers nos amis et souvent apporteurs d'affaires que sont les avocats. Mais les avocats ont souvent une notion et un abord qui est évidemment, c'est leur job aussi, extrêmement juridique, mais beaucoup moins à lier le chiffre, le droit et le management. Et ça, nous, c'est une capacité que l'on a dans nos missions, et je trouve qu'il faut, idéalement, il faut arriver à la mettre en avant, ce qui n'est pas toujours simple, mais idéalement la mettre en avant, parce qu'on est vraiment, on est à la croisée de tous les échanges, que ce soit avec le fonds, avec le repreneur, avec le cédant, d'arriver à aider cette relation commune, cette communication commune, sinon unique, entre le fonds et le repreneur vis-à-vis du cédant. On peut aussi intervenir vis-à-vis des organismes bancaires qui vont intervenir dans le projet. Donc, on est vraiment un lieu extrêmement propice pour apprécier et pour faciliter, si ce n'est, j'en vois aussi des fleurs, mais si ce n'est permettre que la session se fasse bien, ou que la reprise se fasse dans de bonnes conditions, et notamment de bonnes conditions pour notre client. Et de ce fait-là, on est souvent, et parfois ça agace, on est souvent un petit peu le maître du temps, parce qu'il va falloir, on va peut-être dire qu'il faut mener un audit un peu plus long, peut-être dire qu'il va falloir corriger telle et telle chose dans l'entreprise, suite notamment à l'audit d'acquisition, peut-être aussi laisser du temps au temps dans la négociation entre le repreneur et son fonds. Voilà, donc on est vraiment j'allais dire, un élément indispensable dans ce type de reprise, et peut-être plus spécifiquement parce qu'il y a un fonds. On peut se retrouver dans certaines situations, j'ai un repreneur et j'ai un cédant, ça matche tout de suite, et on voit bien qu'il y a une bonne approche et une éthique professionnelle qui est complètement en phase entre les deux. Ben pour le coup, l'intervenant expert comptable, lui, va arriver avec non mais attention, mais il faut faire comme ça et comme ci, et on peut être mis un petit peu sur la touche. Là, avec le fonds d'investissement, j'allais presque dire mécaniquement, on a besoin de notre intervention, de notre capacité à faciliter et de notre capacité à faire parler l'un et l'autre ensemble. Un petit point complémentaire, je vous le cite très rapidement parce qu'il a commencé à donner lieu à beaucoup de littérature. Là aussi, où nous, on intervient lorsque l'on est expert comptable, c'est la question de l'organisation de cet ensemble-là sous l'angle de la fiscalité. Vous avez dû voir, il y a un arrêt du Conseil d'État de juillet 2021 qui a fait un peu de bruit dans le landerneau fiscal en matière de management package, en disant finalement, quand un dirigeant sort d'une entreprise, même s'il a acquis dans le cadre d'un LBO, tout ce qu'il perçoit, dès l'instant où c'est lié à son activité de management, j'emploie les mots volontairement très larges, finalement, c'est du salaire. Voilà. Et donc, c'est du salaire, ça veut dire que c'est imposé en matière de traitement et salaire, et on n'est pas dans la question de j'ai vendu des titres, j'ai potentiellement la flat tax, ou je suis parti en retraite, ou autre chose. Donc là, il y a une manière de rédiger et de gérer au quotidien le temps de reprise du fonds par notre repreneur, et notamment dans la rédaction du management package, qui là aussi, pour une grande part, évidemment, intervient au début du projet de reprise. Et là aussi, nous, on a un rôle particulier à jouer sur ce sujet-là, d'autant plus qu'on est, en juillet 2021, c'est relativement proche en matière de jurisprudence, il n'y a pas eu d'arrêt du Conseil d'État depuis, puis le Conseil d'État, ça prend quand même un petit peu de temps. Donc, avant qu'il y ait une jurisprudence nouvelle sur ce sujet-là, ça sera a priori pas demain, on aura le temps d'avoir un Covid d'ici là, un nouveau Covid. Et donc, c'est un point sur lequel nous, en tant qu'experts comptables, on peut être vigilant, et il peut y avoir un intérêt particulier dans notre intervention. Je dis pas qu'il faut il faut dire à notre client, oulala, c'est très risqué, venez nous voir, mais voilà, faut que nous il est important que nous on ait cette appréciation de la sortie, particulièrement suite à ce revirement de jurisprudence, plutôt à cette jurisprudence nouvelle, parce qu'avant on était sur une question d'application de la loi fiscale en matière de plus-value. Là, on est sur une question de jurisprudentielle. Hein, la loi n'a pas changé depuis le 11 juillet 2021 sur l'appréciation de la fiscalité sur la cession de titres. Donc là, voilà, on peut avoir
un regard particulier, et là aussi, oserais-je dire, alors il ne faut pas que nos avocats nous entendent, mais on est indispensable sur ce type de mission-là. Quelques points de conclusion, et puis après, nous pourrons échanger. Finalement, la reprise avec un fonds d'investissement, alors je vais exagérer, je vais vous dire que tout ce que je vous ai dit ne servait à rien, parce que c'est la même chose que reprendre une boîte classique. L'aspect humain est un aspect essentiel, et peut-être la complexité ou l'intérêt, on va se positionner sur des deux côtés, va être justement de considérer ou d'aider à faire en sorte que le fonds d'investissement puisse intervenir dans cette dimension humaine. Voilà, on est vraiment, hein, on l'évoque toujours, j'évoquais il y a quelques minutes, c'est le management qui va définir si l'entreprise va fonctionner ou pas. C'est la manière de gérer mon entreprise, la manière de comprendre ce qu'elle était et la faire arriver, la faire avancer avec toute la dynamique de changement et qui, dans certains cas, prend du temps, qui va me permettre de dire c'est bon, ma reprise a bien fonctionné. Et un des enjeux, ça va être de mettre le fonds d'investissement dans cette dynamique-là. Et là, c'est peut-être ce qui à la fois complique et en même temps donne du sel. Hein, on n'est plus dans une relation purement financière, mais dans une relation financière et managériale. Et certains fonds sont tout à fait disposés dans cette dynamique-là. Et tout ça, tout à l'heure, j'évoquais sur le fait de dire je vais aller sélectionner mon fonds aussi parce qu'il a une capacité à me donner un coup de main sur la gouvernance, à me donner un coup de main sur le management, à partager son expérience. Voilà, donc là, on est vraiment dans une notion où finalement on revient sur les grands fondamentaux, même si on l'a bien évoqué, la reprise avec un fonds d'investissement a un grand nombre d'intérêts de la part pour celui qui va reprendre, pour le groupe de repreneurs ou pour le repreneur. J'ai essayé de tenir en 1 heure, ce qui est peut-être... Bravo. Et j'invite Jean-Luc à répondre aussi aux questions. Voilà. Bon, merci Frédéric pour cette intervention magistrale sur un sujet qui n'est pas connu du plus grand nombre, puisque d'ailleurs on le disait en introduction, la reprise d'une entreprise, généralement on pense à soi-même pour la reprise avec ses propres sous, d'emprunter auprès d'un banquier, voire de reprendre avec une relation, un ami, mais les fonds, bien souvent, pour la reprise de TPE, PME, n'est pas toujours pensé. Je voudrais juste donner à ceux qui nous écoutent, et que je remercie d'être aussi présents aujourd'hui, puisque vous êtes plus de 100, leur dire que moi, j'ai une expérience auprès d'un de mes clients qui n'a pas repris avec un fonds, mais qui a fait rentrer un fonds dans son capital. C'est-à-dire que j'avais un client qui avait développé une enseigne, c'est une boutique de vêtements, de prêt-à-porter, et qui avait développé 5-6 boutiques, et qui finalement, et à un moment, a fait rentrer un fonds dans son capital, et qui aujourd'hui a 55 boutiques. Il n'aurait jamais pu le faire tout seul. Je pense à un autre de nos clients qui, à un moment, s'est dit est-ce que mon entreprise, elle vaut quelque chose? Il s'interrogeait, il avait une 50aine d'années, et il s'est dit on est trop petit pour intéresser un fonds. Donc il s'est rapproché d'un concurrent avec qui le projet était simple, hein, c'était de se mettre ensemble pour pouvoir intéresser un fonds, parce qu'il pensait qu'il était trop petit. Et ils se sont mis ensemble, ils se sont rapprochés, 2 structures complémentaires, et ils ont fait rentrer un fonds. Et au même moment, enfin peu de temps après plutôt, alors je précise quand même, faire rentrer un fonds, c'est pas simple, hein, parce qu'on n'est pas toujours habitué dans les TPE, PME, à avoir des audits aussi poussés qu'un investisseur fonds, qui a un vrai savoir et qui ne met pas son argent à la légère, bien entendu. Et dans cette affaire, il y avait un de leurs concurrents britanniques qui se trouvait être en difficulté, et ils ont envisagé la reprise, et ils ont réussi à la reprise, et l'affaire en question était aussi grosse qu'eux, donc c'est une belle entreprise anglaise qui avait un autre niveau de diffusion avec le fonds.
Et l'affaire a pris un envol incroyable. Et je veux dire que le fonds présent donne une possibilité que ne donnent pas toujours les fonds propres qu'on peut avoir. Donc, mais c'est, tout à l'heure, Frédéric l'a très bien dit, c'est quand même une présence différente, hein, mais qu'un associé classique, parce que le fonds, c'est un financier pur et simple, mais aussi, il a une expérience, et quelquefois, certains fonds font plus apporter de l'argent, bien sûr, apportent du conseil, apportent leur expérience, apportent leur réseau. Donc, ce n'est pas toujours inintéressant, ça oblige également à travailler différemment. Mais je suis ravi qu'on ait pu en parler aujourd'hui. Dans vos questions, il y a eu pas mal de questions. Alors, il y en a une à laquelle j'ai répondu par écrit, mais je rappelle, c'est où peut-on se procurer le guide d'évaluation actualisé. Je précise que c'est accessible sur le site du Conseil de l'Ordre au niveau national, qui est bibliothèque, et que la version, dernière version, sera disponible, je pense, sous 2-3 semaines. On finalisait ce matin tôt l'édito. Normalement, maintenant, je pense que c'est juste un mode de maquettage, et donc c'est terminé. Et c'est un guide extrêmement important et précis sur les modes d'évaluation, parce que contrairement à ce que certains peuvent penser pour l'évaluation, dans notre esprit, c'est pas uniquement une évaluation presse-bouton après avoir jeté dans un logiciel quelques états financiers. Et on appuie sur un bouton, on a une évaluation, des graphes, tout ce que vous voulez. C'est un peu plus compliqué que ça, une évaluation. Et je précise que l'Ordre national des experts comptables a adhéré en fin d'année dernière à l'IVSC, qui est la structure internationale d'évaluation, avec leurs normes. Et on voit que même là, en matière d'évaluation, c'est normé. Donc, c'est géré de la dentelle. Et l'évaluation qui est proposée n'est pas une évaluation qui repose sur une automatisation avec des chiffres que l'on jette, mais avec une vraie réflexion, un vrai diagnostic en amont, etc. Donc, je vous invite à regarder sur Bibliothèque la documentation de l'Ordre sur plusieurs sujets, dont des lettres de mission potentielles pour ces missions-là. Une question qui a été posée par la même Julie Pernaut, que je ne connais pas, mais que je salue, hein, 2 questions. Je précise qu'elles étaient gratuites. Hein. Pourrait-on partager le support? Oui, le support, normalement, doit être disponible après cette réunion. Vous devez pouvoir le recevoir. C'est ce qui est prévu. Question de David Naon. Pouvez-vous expliquer la manière dont vous facturez les accompagnements? Oui, il a entièrement raison. Nous facturons les accompagnements. Et je ne sais pas si tu veux en parler, Frédéric, ou j'en parle aussi, pas de problème. Tu veux en parler? Juste un petit mot, puis après, tu compléteras, parce que je dirais ça dépend. Voilà. Comme ça, c'est bon, on a répondu. Oui. Voilà. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est toujours délicat, parce qu'on peut parler d'une opération qui risque de ne pas se produire. Donc, il faut à la fois gérer et l'élément commercial et notre approche commerciale vis-à-vis de nos clients ou de nos potentiels clients, et puis en même temps, considérer qu'il y a un vrai travail d'accompagnement et que ce vrai travail, il a donné lieu à du temps passé, à de la réflexion, à des écrits, à des réunions, etc. Donc, on va souvent être sur des mix entre un minima forfaitaire ou au forfait ou une notion de temps passé, et puis derrière un élément qui peut avoir lieu ou qui va pouvoir se produire ou se réaliser ou être facturé si la procédure va jusqu'à son terme, ou si on trouve le bon fond, si c'est aussi dans la démarche, dans la mission d'expert comptable. Donc, on a vraiment tous les schémas, il n'y a pas de règle particulière, et là aussi c'est notre connaissance du client qui va nous permettre peut-être d'apprécier la démarche. Jean-Luc, tu as sûrement des choses à compléter. Oui, alors pour la recherche d'un fonds, c'est la même façon, le même problème que lorsque l'on est missionné pour trouver un acquéreur ou trouver un cédant. Je dirais qu'il n'y a pas de règle, mais il y a des pratiques. Bien souvent, dans ces activités-là, on ne facture pas au temps passé. Il y a une nuance par rapport aux missions classiques d'experts comptables, qui souvent en fait, vendent du temps et la compétence liée à ce temps. Là, en fait, la rémunération, il est au résultat. On obtient tel financement, on cherche un financement, on cherche 1 million, 2 millions, 10 millions. Si on les obtient, on peut avoir souvent il y a un success fees.
De la même façon que si on trouve un repreneur, on peut, à tel prix, on peut avoir un success fee. Mais généralement, les usages de plus en plus se font avec des honoraires de départ qui souvent varient, sont autour de 10% des honoraires globaux. Et donc, à nous d'évaluer pour le point de départ le temps que vous devriez y passer pour initier la démarche. Et puis, le client, de plus en plus, aime payer quand ça marche. Aime payer, je ne sais pas si aime payer, mais on convient souvent pour les sociétés d'entreprise ou l'acquisition, le fait de suivre le process global de la recherche, la mise en forme des documents, du suivi, de l'évaluation, bref. Souvent, c'est un package, souvent c'est un budget global qui est évalué par rapport avec des taux variables sur le niveau de la valeur de l'entreprise. Et nous, dans notre pratique, on a un exemple comme d'autres, on n'est pas du tout originaux, nous facturons au début 10% du montant global pour initier la démarche, pour ne pas avoir, et c'est souvent bien inférieur à ce qu'on va travailler, mais c'est normal aussi que qu'on soit payé quand on a un résultat. Donc il n'y a pas de barème, entre guillemets. S'il y a des barèmes, souvent allez voir les sites des conseils en cession acquisition d'entreprise et vous allez voir que souvent il y a un pourcentage qui est tel niveau, un autre qui baisse à un niveau supérieur. Quand on voit une boîte à 10 millions, on voit la même chose qu'une boîte à 1 million. Donc c'est pas 10 fois plus. Excusez-moi. L'autre question, c'est de Nina, c'est est-ce que ça suppose une formation en amont. Je voudrais vous dire que l'accompagnement à la cession ou à la recherche d'un fonds est mieux assuré quand on a une formation en la matière. C'est une activité. Moi, je suis assez pour les spécialisations, même si je sais bien qu'on a renoncé au niveau de l'ordre à catégoriser. Mais en fait, c'est un peu comme les avocats qui considèrent qu'ils peuvent tout faire, un divorce, un bail, une restructuration. Moi, je n'y crois pas du tout, c'est trop compliqué. Enfin, à moins qu'il y ait des génies qui savent tout faire, mais moi, j'en ai pas beaucoup connu. Cette activité-là aussi nécessite une aptitude, enfin une volonté, une formation. Donc il y en a qui existent au niveau de l'ordre, il y en a qui existent au niveau de la compagnie pour des points d'évaluation, de la CCEF aussi, notamment en matière d'évaluation. Je sais que là, il y a une qui a démarré, qui est sur une dizaine de jours. Il y en a des courtes, des longues. Donc il y a des formations, bien sûr. Moi, je recommande toujours les formations parce que c'est un moyen de progresser, de voir des confrères, d'échanger en amont. La question aussi, est-ce que de Georges Gaston qui nous demande si un CAC a accès au pacte d'actionnaires. Tu vas parler ou je réponds a priori, un commissaire aux comptes a une mission assez étendue, donc on peut imaginer qu'il a au moins communication de ces éléments-là, qu'il peut les avoir. C'est peut être intéressant aussi dans son appréciation des risques sur la vie de l'entreprise, sur les engagements financiers de chacun, sur la date de réalisation de certains engagements, qui peut aussi être mentionné dans l'impact d'actionnaire et évidemment pas dans les statuts, on imagine bien. Donc ça, oui, pourquoi pas. Enfin, ça me semble pas être un élément contraire à sa mission. Et en revanche, ça peut être un élément instructif, effectivement, dans son approche. Non, je partage ton point de vue et j'entends quelquefois l'avis inverse. C'est-à-dire que certaines fois, j'entends dire que le pacte d'actionnaires concerne les personnes et non pas l'entreprise. Donc, on ne devrait pas y avoir accès. À cette réponse, moi, j'objecte généralement que les statuts aussi concernent les personnes. Les actionnaires. Donc, moi, je pense que le commissaire aux comptes a aussi un rôle étendu et il est intéressant qu'il ait accès, bien sûr, au pacte d'actionnaires. L'autre question, c'était quels sont les points essentiels à négocier dans le cadre d'un pacte d'actionnaires. Voilà. Une question de Frédéric Gell.
Comme tu veux. Comme tu veux. Enfin. Bon. Alors, dans un pacte d'actionnaires, le pacte d'actionnaires a pour objectif d'écrire les relations convenues entre les actionnaires. Et bien souvent, quand on n'en a pas, ça pose des soucis. On ne peut pas obliger un actionnaire à vendre des actions. On ne peut pas obliger... mais on peut obliger un actionnaire, par exemple, à avoir tel ou tel comportement, à ne pas être actionnaire d'un concurrent, par exemple. On peut obliger un actionnaire dans des structures, par exemple, d'expertise comptable. Moi, j'ai souvent vu des pactes d'actionnaires qui prévoient que lorsque le dit confrère arrêtait son activité, qu'il devait céder ses actions, voire même, j'ai vu quelquefois des obligations de céder les actions dès qu'on atteint un certain âge, vous avez vu 55 ans, de céder 10% de ses actions par an pour faire entrer des jeunes dans le cabinet, pour ne pas être coincé avec des confrères qui étaient retraités, ou qui n'étaient plus là. Donc, et avec également, excusez, avec également des modes d'évaluation des actions. Bref, tout ce qui peut être contenu dans le pacte d'actionnaires, c'est pour limiter les difficultés qui peuvent intervenir dans la vie d'un actionnaire. Alors bien sûr, quand on a par exemple des structures avec deux associés, à 50-50, où on sait bien que ça peut créer quelquefois de grosses difficultés en cas de désaccord, c'est clair que dans ce cadre-là, un pacte peut aider si on prévoit par exemple un tiers pour des arbitrages, éviter les blocages. Ça peut être très large un pacte d'actionnaires. Ça peut concerner les obligations de cession, les modes de cession ou les modes de rachat des actions, le mode d'évaluation en question. Ça peut concerner les difficultés entre actionnaires, surtout quand on est deux à 50-50, comment les traiter, est-ce qu'on fait de l'arbitrage, est-ce qu'on va dans un tribunal, bref. Tout ce qui peut concerner la vie des associés. Le problème des conjoints, par exemple. On peut très bien, quand on a un associé et qui est marié sous un régime communauté, avec des fonds apportés de communauté, logiquement, s'il y a un décès, il y a le conjoint qui va apparaître. Et quelquefois, on ne veut pas du conjoint. Donc, il ne s'agit pas d'exclure de manière inéquitable, mais de prévoir ces cas-là. On peut vouloir ou pas vouloir, mais si on oblige à céder dans ce cas-là, il faut bien sûr prévoir les modalités en question et qu'elles soient validées par les parties bien en amont des litiges. La prévention des litiges est essentielle. On vit dans un monde qui est de plus en plus procédural, avec des tensions diverses et variées, parce qu'elles sont liées au monde du travail ou à la vie privée des uns ou des autres, ou à des chocs qu'on peut avoir avec tel ou tel événement de la vie. C'est important que quand on est serein, d'établir des règles de fonctionnement, c'est vraiment préférable. Vraiment. Moi, je conseille vraiment à tous les clients de le faire lorsqu'il y a des associés, même quand il y a des associés copains. Parce qu'on dit, mais non, c'est un copain d'enfance. Malheureusement, moi j'ai vu des copains d'enfance, enfin des gens qui étaient des copains d'enfance avec des gros litiges un beau jour. Donc, je ne sais pas si vous continuez à préciser, Frédéric, mais... Oui, là, je rebondis sur le copain d'enfance. J'ai presque dire d'autant plus que l'on est copains. J'ai vu plusieurs fois alors là, indépendamment de la relation avec le fonds, mais le fait de s'associer, on est amis, on a géré ensemble un service dans une grande compagnie d'assurance et on se connaît en tant que gestionnaire d'un service ou de management et on va se retrouver patron d'une petite boîte et capitalistiquement investi. Les ressorts sont pas du tout les mêmes, les modes de fonctionnement sont pas du tout les mêmes. Les craintes ne sont pas du tout les mêmes. Voilà, donc j'ai presque dire d'autant plus la connaissance est précise, familiale, amicale, voilà, d'autant plus le droit et la rédaction du pacte d'actionnaire doit être fine. Ce qui d'ailleurs est quelque chose qui s'entend assez bien parce que généralement quand on va rédiger le pacte d'actionnaire, en tout cas si c'est bien fait, on va le faire juste avant d'investir, juste avant de faire intervenir un tiers. Donc c'est a priori un moment où il n'y a globalement pas d'enjeu. Parce qu'on n'a pas encore investi, on n'a pas sorti d'argent, etc. Et c'est le moment justement où on peut savoir, apprécier comment on va traiter la difficulté dans une relation, comment on va traiter, d'ailleurs même comment on traite là alors qu'il n'y a pas de trésorerie en jeu, comment on va traiter le sujet pendant 3 ans, personne ne quitte le navire, ce qui peut se trouve aussi avec un fonds d'ailleurs. Voilà, donc je trouve que c'est un point assez important, mais plus on se connaît, plus le pacte d'actionnaire a son intérêt. Enfin,
Ouais. Voilà. Et ça s'entend bien dans la relation d'ailleurs. Moi, je voyais un de mes clients la semaine dernière qui était en difficulté lors d'un divorce et qui me disait, finalement, il a appris une grande leçon, c'est qu'on ne connaît pas vraiment les gens et que lors d'un divorce, on connaît différemment la personne avec qui on a passé des années quelquefois. Et je ne sais pas qui disait que le mariage, que l'amour rend aveugle et que le mariage rendait la vue. Mais bref, mais en matière d'association, c'est un peu comme un mariage avec des fonds et quelquefois on se voit même plus quelquefois qu'avec son conjoint. Donc c'est vraiment important que d'arriver à bâtir le plus vraiment possible des solutions, des litiges possibles. Et ne pas penser que ça n'arrive qu'aux autres. Parce que quand il y a moi j'ai vécu pour des clients des difficultés de deux associés qui étaient 50-50. C'est terrible de voir comment le déchirement, comment l'émotionnel prend le pas et comment ça peut générer quelquefois une casse d'entreprise. Voilà. Quand l'émotion prend le pas. Donc, bien sûr, il faut. Et je conseille toujours à tout le monde, ce genre de choses, de se faire conseiller par des gens qui ont une expérience. Parce que notre métier, c'est un métier, au-delà de la technicité, c'est un métier d'expérience. C'est le cumul de nos expériences qui fait qu'on a quelquefois des réflexes pour dire attention, il manque telle ou telle chose, ou il faut mieux intégrer telle ou telle chose, ou on vous conseille telle ou telle façon de faire. Parce que il faut que ce soit des conseils, je dirais, pragmatiques, possibles, réalisables. Les questions que l'on voit, c'est les références précises de l'arrêt du Conseil d'État de juillet 21. Et qui a été... Vous les avez mis aussi, ouais, voilà, je vous ai mis le lien avec le site du Conseil d'État. Voilà, vous téléchargez les 3 décisions. Voilà, très bien. Donc tout ça, c'est dans les questions que vous les trouvez. Donc, prévoyez vos logiques d'acquisition allégées pour des plus petites structures. Ça, moi, je voudrais vous dire sincèrement, je dis quelquefois dans des formations, attention pour ceux qui veulent racheter, qui cherchent la croissance externe, qui veulent racheter une boîte, petite, moyenne, grande, même pour les cabinets des services comptables d'ailleurs, et qui sont, je dirais, entre guillemets, amoureux de la cible. C'est-à-dire qu'ils la veulent tellement qu'ils sont prêts, qu'ils en perdent leur capacité de réflexion qu'ils auraient eu en temps normal. Et s'il y a la concurrence pour acheter, ils sont prêts à faire de la surenchère. Bref, et quelquefois, ça devient déraisonnable. De la même façon, de se dire, bon, je fais confiance, je les gagne bien, bon, c'est bon, je n'ai pas besoin d'audit. Personnellement, moi, je conseille toujours un audit, même pour une petite structure à reprendre. Il faut savoir où on va. Il ne faut pas, bien sûr, mettre un marteau pilon pour écraser une mouche. Hein, il ne s'agit pas de mettre... Mais quand même, c'est important qu'il y ait un audit qui doit être dimensionné à la boîte en question, à l'investissement en question. Moi, j'ai eu des audits qui ont duré une quinzaine de jours, hein, 2 bonnes semaines, avec plusieurs personnes. Une boîte qui coûtait 5-6 millions, je crois, d'euros. Donc, il faut voir, il faut être cohérent. Et l'audit, ce n'est pas que l'audit des comptes. Hein. Encore une fois, attention à la déformation de certains, de vous dire que dans les comptes, on va tout trouver. Vous ne verrez pas dans les comptes le climat social d'entreprise. Et je vous parle d'expérience. Hein. Moi, j'ai racheté une structure il y a une vingtaine d'années et je me suis planté parce que j'avais vu trop les comptes et la cédante, qui, bien sûr, l'avait fait belle. J'ai découvert après les problèmes sociaux qu'il y avait en interne que je n'avais pas pu identifier parce que je n'avais pas eu de rencontre avec les salariés, je n'avais pas eu copie des réunions déléguées du personnel, je n'avais pas vu tout ça et j'avais sous-estimé les problèmes sociaux. Voilà. Donc, on apprend de ses erreurs. Entièrement d'accord. Oui, formation, spécialisation, bien sûr. Et puis, je suis désolé, d'accord. Bon, donc, quelqu'un qui est parti, mais qui remercie Frédéric de cette présentation très intéressante. Très bien. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions que je vois, est-ce que tu as un complément à apporter, Frédéric, ou est-ce qu'on va clôturer bien ? Non, pas particulièrement. Il y a peut-être un petit point. Il y avait une question qui était sur les impacts sociaux de la décision du Conseil d'État.
Alors en fait, le Conseil d'État, lui, il a tranché de manière basique. Hein. Il a dit, en fait, c'est pas une plus-value, c'est du salaire. Et parce que la croissance de valeur, elle est liée à votre manière de gérer, votre aptitude, les décisions prises et l'organisation que vous avez adoptée. Donc là-dessus, évidemment, alors, le Conseil d'État prend une décision, puis derrière, il y a tout le monde qui découle et toutes les incidences derrière, notamment en matière de cotisation, ça c'est clair. Alors, voilà, c'était une position qui a été adoptée. Encore une fois, aujourd'hui, je cède des titres, j'applique la flat tax ou l'imposition au barème progressif ou le départ en retraite, ou enfin tous les schémas fiscaux qu'on connaît, bien évidemment. Voilà, encore une fois, tout va dépendre de la manière dont est organisé et dont sont écrits les principes de gestion, de management et éventuellement de valorisation postérieure. Voilà, c'est surtout là-dessus qu'il peut y avoir une incidence et un traitement fiscal ou brut sur la loi ou en tenant compte de cette jurisprudence. Après, sur l'arrêt barrière, alors il y avait l'arrêt barrière de mémoire, mais là, j'avoue, j'ai pas recherché, mais il y avait pas mal de choses dans cet arrêt-là qui étaient aussi des contestations d'amortissement, etc. Enfin, il y avait différents sujets sur l'arrêt barrière. En termes très clairement, aujourd'hui, l'application du Conseil d'État, alors c'est arrivé à ce niveau-là, en disant, c'est pas une cession de titre, c'est de la rémunération, donc avec toutes les incidences qu'il y a derrière. C'était juste là-dessus que portait cette jurisprudence, qui ne fera d'ailleurs peut-être pas jurisprudence à terme, à voir dans les litiges qui vont arriver dans les années à venir. Encore une fois, juillet 2021, c'est relativement proche par rapport au février 2024. Moi, ce que je veux vous dire avant de clôturer, c'est que l'activité de conseil pour un expert comptable à son client en matière d'acquisition ou de son entreprise est vraiment à penser par chacun d'entre vous, parce que bien souvent, lorsque un client dit à son expert comptable qu'il veut céder sa boîte, qu'il y pense, souvent le confrère ou la consoeur est prise d'une sorte de surdité et espère que ça va lui passer, comme si elle allait perdre un client et dire vous, ça lui passe. Alors que le client qui veut vendre, il va s'en occuper si on ne lui donne pas la réponse, nous, si on ne l'aide pas, et on sera étranger à l'opération. Il vaut mieux, à mon avis, au contraire, même anticiper les choses, parce que si vous faites le point de vos clientèles respectives, chers consoeurs et confrères, vous avez certainement dans votre clientèle, de mon point de vue, au moins 10% de vos clients qui sont concernés par un projet de transmission d'entreprise, qui ont ou des fonds propres qui dorment, qui ont thésaurisé, qui ne servent à rien, même mettre des comptes à terme, enfin bref, et qui pourraient peut-être, si l'entreprise a une capacité, ou les dirigeants ont des compétences, ou le staff des compétences, trouver à s'exercer par la croissance même externe, racheter une boîte, un concurrent, enfin de la croissance horizontale ou verticale, enfin à choisir, ou bien préparer la transmission. Un client qui vieillit, il est peut-être fidèle, mais il vieillit. Et dans ce cadre-là, chacun prend une année chaque année. Et plus on vieillit, plus l'année devient plus délicate. Donc, préparer la transmission, rendre l'entreprise transmissible, c'est un boulot en amont. Parce que c'est pas parce qu'on se lève un beau matin et qu'on dit on va vendre qu'on vend. Et je sais de quoi je parle, parce que moi je viens de voir récemment une opération qui a été préparée depuis 5-6 ans pour intégrer du personnel, faire entrer des gens extérieurs, bref. Parce que la transmission, elle peut être à plusieurs niveaux. Et donc, nous avons, à mon avis, le rôle de préparer le chef d'entreprise à cela. C'est dans l'intérêt d'optimiser notre mission, mais aussi d'optimiser son patrimoine. Il faudra mieux vendre quelque chose qui est préparé, qui est transmissible, qu'une boîte, surtout dans les TPE, qui ont été le classique des experts comptables, ou dans les TPE, nous voyons très très souvent des boîtes qui sont auto-centrées sur le dirigeant. Le dirigeant a un pépin de santé qui dure longtemps et la boîte elle s'écroule. Donc, préparer la transmission, ça veut dire peut-être réfléchir à des process, à une organisation, à associer des salariés, à envisager quelque chose. Bref, c'est une vraie réflexion. Et notre rôle d'expert comptable, à mon avis, il est essentiel à ce niveau-là. C'est pas parce que le client n'en parle pas qu'il ne faut pas que nous lui en parlions. C'est son intérêt. Les échecs des transactions d'entreprise, c'est quand elles ne sont pas anticipées. C'est une catastrophe. Quand le dirigeant a un pépin de santé grave et que rien n'est préparé. Donc, surtout, moi, je vous invite vraiment à regarder dans votre clientèle
dans vos clients, ceux à qui vous pourriez conseiller, aider, accompagner pour une acquisition externe ou pour préparer une transmission, qui peut être, je rappelle, interne avec des salariés, qui peut être avec de la famille, éventuellement, qui peut être à l'extérieur, à un repreneur, à un concurrent, qui peut être accéder avec un mix d'un repreneur avec un fonds, bref, un mix aussi avec un extérieur et des salariés, etc. Bref, il faut aussi penser dans l'entreprise aux fonctions clés, parce qu'il y a des boîtes aussi où lorsqu'il y a une session, et qu'on ne va pas baliser un peu les choses, il y a peut-être des hommes ou des femmes clés qui sont libres de partir éventuellement, et en partant, dégradent considérablement la valeur de l'entreprise. Donc, c'est un champ formidable d'interrogation. Ces opérations, souvent, sont multi-compétences. On a besoin à la fois des compétences d'un expert comptable, d'un juriste, d'un notaire, et elles sont pour nous, je dirais, multi-secteurs, puisqu'on a besoin de compétences de droit des sociétés, bien entendu, mais en matière fiscale, en matière sociale. Et puis souvent, ce qu'on oublie, c'est le facteur psychologique, qui est essentiel, parce que dans la négociation d'une transition d'entreprise, si le conseil ne joue pas son rôle, elle ne va pas à son terme. Quand on laisse en face l'acquéreur et le cédant, forcément, ils sont les deux en période de tension, parce que c'est important, celui qui va céder, il cède quelquefois sa vie, son entreprise, c'est une grande part de sa vie. Il se pose plein de questions. Est-ce qu'il fait pas bien? Est-ce que c'est le bon prix? Est-ce que c'est le bon repreneur? Et le repreneur aussi. Donc, les laisser les choses se place, bien souvent, génère une cassure parce que un va vouloir, non seulement au niveau du prix, au niveau des conditions, au niveau des garanties, alors que les conseils sont peut-être là aussi pour essayer de trouver des solutions, pour calmer ce qui paraît excessif dans les demandes, pour essayer de trouver une faisabilité des choses. Donc, nous avons, tout à l'heure Frédéric l'a dit, et je partage à 200% ce qu'il a dit, c'est qu'on a, nous, experts comptables, un rôle formidable à jouer dans ces opérations qui concernent notre économie nationale, parce que nous avons aussi peut-être essayé de faire croître nos TPE pour en faire des ETI, parce qu'on est un peu pauvre à ce niveau-là en France par rapport à des pays voisins, et qu'on a un gros travail à faire par rapport à ça. Donc, la transition se prépare longtemps à l'avance. Ce n'est pas un beau jour, on se réveille, on dit tiens, je vais vendre ma boîte. Comme l'acquisition nécessite aussi des compétences et une préparation. On ne rachète pas une boîte comme ça sur un coup de tête, on ne rachète pas rapidement, ça prend un peu de temps. Non seulement pour des problèmes de financement ou trouver la bonne structure, mais il faut se préparer aussi. Le changement de vie d'un cadre d'entreprise pour acheter une boîte, le changement de vie est assez considérable. Des gens qui sont habitués à des horaires de travail, à des cadres de travail bien structurés, bien cadrés. Et chez l'entreprise, quelquefois, ça veut dire travailler le week-end, quelquefois bien plus que 35 heures. Okay. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, on est à vos dispositions. Notre comité est composé de confrères et de consoeurs d'excellente qualité, que j'en essaie toujours d'être présent et de travailler avec vous pour améliorer le partage entre confrères et consoeurs. La confraternité, ça a du sens pour nous. Donc on est à votre écoute et vous pouvez aussi venir participer, c'est avec nous, si vous avez une compétence particulière, n'hésitez pas. C'est le comité de transmission. On voit s'afficher CT sur le cadre. Attention, au Conseil de l'Ordre de Paris. N'hésitez surtout pas. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, une très bonne semaine, et puis portez-vous bien, prenez soin de vous. Je laisse le mot de la fin à Frédéric Turbat, qui a passé beaucoup de temps pour préparer ce support. Bon, bah, ce mot de la fin va être très court, ça va être de passer une bonne journée et bon courage pour la saison. Voilà. Ok. Merci beaucoup. À votre service. Au revoir. Au revoir.